Les attaques répétées, pour pas dire le harcèlement du camp des ignorants, zététiciens, mettent en danger les milliers de personnes potentiellement exposées à leurs conseils de piètre qualité. C'est pourquoi j'annonce solennellement une opération de frappe atomique. Je vous invite à garder votre calme et précise que les stocks stratégiques de compléments alimentaires haut de gamme sont disponibles sur unae.fr. Les forces de dissuasion nucléaire wallonne vous remercient pour votre attention. Bon, elle est où ma mallette atomique là? Qui bordel, petit charge, je ne la trouve, hein? Ah, elle est là. Salut à tous les musclés et bienvenue dans cette vidéo où on va voir une bonne fois pour toutes est-ce que arrondir le dos c'est dangereux ou pas. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à souligner que la seule fois de ma putain de vie où je me suis fait mal au dos, c'est sur du soulevé de terre et un dos arrondi, exactement sur la vidéo que vous voyez. Et oui. Par après, j'ai revu ma technique et même avec des charges beaucoup plus lourdes, je ne me suis plus jamais fait mal au dos. Étonnant, non? Alors je te dis pas ça pour te convaincre d'emblée que soulever avec un dos rond est mauvais, mais voilà, pour signifier que mon expérience personnelle va peut-être influencer ma manière de voir les choses. Nonobstant, il faut mettre en face les personnes qui n'ont jamais soulevé 100 kg de leur vie et qui vont te dire que soulever avec des lombaires arrondis, c'est bien. Acer Mendax, tu le vois en conférence, il galère à soulever le micro, donc bon. Et donc par conséquent, ces personnes sont peut-être aussi victimes d'un petit billet de confirmation. Voilà, on est à égalité. Alors quand on parle de dos arrondi, on parle surtout du rachis lombaire. Hein. Parce que de toute façon, les vertèbres dorsales ou thoraciques, putain, on n'est même pas à 10 minutes de vidéo, tu viens me faire chier sur la nomenclature. Donc les vertèbres dorsales sont déjà arrondies entre guillemets de base, hein, elles sont en syphose. Et en plus ça améliore l'efficacité du mouvement puisque ça rapproche le poids que tu vas soulever de tes hanches, donc tu as un meilleur levier. Donc arrondir le haut du dos entre guillemets, c'est plutôt bénéfique puisque ça va mettre moins de contraintes sur tes lombaires, ça va faire un mouvement plus efficace, donc tu vas moins forcer comme un mongol et donc ça va réduire le risque de blessure. En plus les vertèbres dorsales, il y a peu de chances de se les éclater en soulevant quelque chose parce qu'elles vont subir très peu de contraintes par rapport aux vertèbres lombaires. Pour ça, je vous ai fait un super schéma, les maquetteurs de C'est pas sorcier en PLS. Donc, il faut imaginer que la partie peinte, ce sont les dorsales et les cervicales, mais on s'en bat les couilles. Et puis, la partie pas peinte, ce sont les vertèbres lombaires. En dessous, il y a le sacrum, on s'en bat les couilles aussi. Donc déjà, en ce qui concerne les dorsales ou thoraciques, me fais pas chier, l'humérus, il s'accroche vers D4. En plus, quelqu'un qui a une bonne technique, qui peut bien reculer ses omoplates, il peut gratter un petit peu. Et si je tiens mon poids ici, donc là, il y a le bras, il y a 1,25 kg, c'est assez facile. Si je le tiens là, c'est un peu plus dur. Si je le tiens là, putain enculé, le truc va péter. Alors on peut vérifier et surtout se rendre compte de l'impact très conséquent des effets de levier grâce à mon super schéma et une balance. Oui, chez Jean Honche, on fait de la vraie science en direct. Regardez, là je mets mon poids sur les vertèbres dorsales, on est à 1,7 kg. Si je me mets au niveau de la lombaire 1, on est à 3,6 kg. Là on est sur L1, il y en a encore plein. Si je vais ici, là elle me dit va te faire enculer. Ta lombaire, elle va te dire pareil. Du coup, voilà, c'est pour ça que ça pète souvent ici en bas, parce que ici, il y a beaucoup plus de contraintes. Alors, bien évidemment, le corps est bien foutu, hein, les segments moteurs lombaires sont plus gros qu'au niveau des dorsales, mais c'est pas la taille qui compte. Tiens, c'est exactement ce que le zététicien se dit pour se rassurer sur... puisque notamment, par exemple, la densité osseuse au niveau des lombaires est aussi plus élevée qu'au niveau des dorsales. Alors comme vous voyez, là, il y a 1,25 kg. Si je tiens ici, ça va me tordre le bras avec 1,25 kg. Et nous, on s'amuse à soulever 250 kg. Le dos est bien foutu quand même. Alors du coup, on va voir à quoi ressemble la position neutre d'une colonne vertébrale, mais bon, surtout les dorsales et les lombaires, puisque c'est elles qui vont supporter les charges qu'on va soulever. Alors on voit que les lombaires sont en lordose, elles sont cambrées, elles sont tout le contraire d'arrondies de base, ce qui facilite les photos pour les instagrammeuses, et que les dorsales, comme je l'ai déjà dit, sont en syphose, elles sont arrondies entre guillemets. Ça, c'est la position vue du profil naturel et non pathologique d'une colonne vertébrale. Du coup, maintenant, est-ce que aller contre cette position naturelle est mauvais dans l'absolu? Eh ben non, tu peux très bien faire des grosses flexions comme quand tu vas faire des crunchs ou alors faire des extensions totales comme quand tu es trop bourré et que tu veux faire un limbo. Malaise total assuré. On a principalement les abdos qui vont tirer et fléchir le tout, et puis on a les muscles érecteurs du rachis qui eux vont tout redresser. Que la nature est bien faite. Oh, si t'as rigolé à érecteur, je ne peux plus rien pour toi, mais moi j'ai rigolé. On peut même aller plus loin. Est-ce qu'on peut faire des flexions ou des extensions totales avec 10, 20, 30 kg comme dans le cadre de crunch lesté ou d'extension lestée sur un banc à lombaire? Ou même faire du fameux Jefferson curl par exemple? Eh bien oui. Et justement, ce seront même de très bons exercices pour renforcer les abdos dans le cas des flexions, ou pour les extensions, pour travailler les érecteurs du rachis,
en concentrique, dans de grandes amplitudes, parce que c'est souvent assez négligé. Quand tu fais du deadlift, du squat, tu vas aller travailler principalement en isométrique, alors que les travailler en concentrique, ça peut être très utile pour limiter le risque de blessure. Et d'ailleurs, ça m'arrive parfois de récupérer des personnes en coaching qui ont des douleurs au dos. D'ailleurs, en ce moment, il y a des places disponibles. Souvent, pendant les vacances, c'est plus tranquille. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir dans la description pour avoir un suivi personnalisé avec moi. Et donc, du coup, ceux qui ont une douleur et pas de contre-indication, je leur fais faire parfois du Jefferson curl ou des extensions bien enroulées sur un banc à lombaire. Et du coup, on fait circuler le sang dans la zone, on favorise la récupération. On récupère de l'amplitude en faisant ces mouvements-là. Et aussi, on renforce les érecteurs du rachis. Et du coup, souvent la douleur, elle diminue pas mal. Donc voilà, il n'y a pas de problème à arrondir le dos dans tous les sens. Maintenant, est-ce que c'est opportun de le faire avec 150, 200, 300 kilos ? Permettez-moi de faire mon zététicien de merde et d'être sceptique, d'être dubitatif, d'avoir un doute. Alors bien sûr, les structures du corps humain peuvent s'adapter, elles peuvent devenir de plus en plus résistantes, élastiques ou raides, ça dépend des besoins, mais n'oubliez pas que ces capacités d'adaptation sont limitées en termes de rapidité et de quantité. Regardez Sniff and Fit, ça fait des années qu'il lit des études scientifiques, et pourtant, son cerveau, il n'est pas très adapté à ça. Donc voilà, il faut du temps, il faut être un peu tolérant. Et il y a la bite. La bite, ça durcit vite. Donc premièrement, j'ai envie de corriger, putain j'ai failli dire débunker, j'ai failli être une grosse merde. J'ai envie de corriger un peu certaines choses qui ont été dites de manière à repartir sur des bases plus saines. Un des arguments qui nous est présenté, c'est de dire « Regardez, il y a un champion qui fait un deadlift avec un dos rond, c'est super !» Il a commencé à soulever dos rond en compétition à 17 ans. Ça ne l'a pas empêché de poursuivre toute sa carrière en dos rond. Et ça veut pas dire qu'il a pas mal au dos, ça veut pas dire qu'il a eu le dos flingué à un moment donné. D'ailleurs, j'ai fréquenté pas mal le milieu du powerlifting et rencontré des athlètes reconnus internationalement. Et ce que je peux confirmer, c'est que dos rond, dos zigzag, dos pointillé, tout ce que tu veux, il y en a qui tirent en ayant super mal au dos. Et ça leur empêche pas de perfer, mais ils ont le dos niqué. Donc voilà, c'est pas un exemple pertinent. Ça, c'est ce que j'appelle la rigueur scientifique à deux vitesses. C'est-à-dire que si t'es pas zététicien et que tu sors l'exemple d'une personne ou ton expérience personnelle, ils vont te dire non, ça vaut rien. Par contre, eux, quand ça les arrange, ils vont te dire regardez l'expérience de cet inconnu, ça vaut quelque chose. Putain d'hypocrisie. Alors, il y a les vidéos de chronique de la douleur qui sont devenues un peu des références malgré elles en matière de portée avec un dos rond. Et comment être honnête avec vous ? C'est un peu de la merde, hein. Alors j'ai pas envie d'être méchant avec lui parce que je pense qu'il a fait ça en toute bonne foi. En plus il est ostéo, donc voilà, il est pas con. Il peut rejoindre la lumière. Mais permettez-moi de remettre en question ses capacités d'analyse scientifique. Et je précise que je ne remets pas en question ses compétences d'ostéo. D'ailleurs, il a de très bons avis, donc il est sûrement très bon là-dedans. Les erreurs que je vais soulever, c'est pas pour le démonter lui, c'est pour vous montrer par A plus B que la tronche en billet et Sniff and Fit qui l'ont relayé, pour pas dire instrumentalisé, n'ont pas été capables de vérifier la fiabilité des informations données, alors qu'ils prétendent que c'est leur spécialité. Donc moi j'appelle ça des charlatans. Puisque par exemple, un exemple tout con, à un moment donné il nous sort l'étude de Foss et ses collègues. D'ailleurs, est-ce que Foss est sceptique ? Telle est la question. Donc une étude de Foss commune qui compare des mecs qui font de l'aviron, du ski de randonnée et de la course d'orientation. Et avec ce papier, il te dit en gros, t'inquiète frère, tu peux arrondir le dos comme un ouf, tu risques rien. Alors déjà, le but de cette étude est de comparer des sportifs d'endurance, hein, oui, parce que moi j'ai lu le papier en entier, hein, question de rigueur, et je pense que le powerlifting, l'haltérophilie, c'est tout sauf des sports d'endurance. Putain quoi, l'effort dure littéralement 5 secondes. Ah sport d'endurance. Et là, évidemment, t'as tous les veaux qui applaudissent. Waouh, c'est très la connaissance, c'est très la rigueur. Donc déjà, est-ce que cette recherche est pertinente pour un sport de force? Je ne pense pas, hein. Je ne pense pas. Mais attends, c'est pas la seule erreur d'analyse qu'il y a dans ce papier. À 3 reprises, y compris dans la conclusion qu'il a lui-même sous les yeux, hein, il est clairement indiqué qu'à terme, l'aviron peut augmenter les douleurs au bas du dos. Et lui, sur le même moment, il te dit exactement l'inverse de ce qui est écrit dans l'étude. Et ils les ont suivis pendant des années, et sur 10 ans, il n'y avait pas de différence au niveau des lombalgies. Arrête, tu me fais marcher. Vraiment? Et les veaux applaudissent de plus belle. Wouah, quelle intelligence, quelle justesse! Donc en gros, personne ne relit, personne n'analyse, et après ça se permet de critiquer la rigueur scientifique d'un Frédéric Delavier ou de Michael Gundil. Ah bah bravo, cette fois-ci j'applaudis sans être un veau. Donc en gros, si n'importe quel clampin sort une étude scientifique et te dit qu'avec ça, tu peux devenir riche en branlant des chameaux à Dubaï, ah bah t'y croirais. Ah ouais, quoique en fait ça marche il paraît. Ouais mais enfin,
Avec tout ce merdier, t'as quand même Acer Mendax qui a fait une vidéo de 2 heures pour démonter Frédéric Delavier. La haine. Et il l'a traité d'homme non déconstruit. Alors déjà, bon, c'est plus un compliment, mais bon, il l'a pas démonté, puisque si c'est un homme non déconstruit, c'est qu'il est construit, donc il n'est pas démonté. C'est QFD. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que Acer Mendax fait dans le débat? Ben je sais pas. Viens pas dans ma zone. Reste dans ta zone. Ici, c'est ma zone. Peut-être que demain, Nassim Saïli va faire des vidéos sur les ovnis, Enzo Fukra sur est-ce que la Terre est ronde ou plate, et moi je vais te parler des pyramides. Est-ce que c'est des Égyptiens solides qui les ont construites, ou est-ce que c'est des aliens qui volent dans des putains de vaisseaux en pierre? Donc voilà, message à mes amis zététiciens, on peut échanger nos sujets de prédilection, hein, voilà, moi ça me demandera moins de réflexion. Alors un autre argument que les pros d'Oron vont te sortir, c'est que lorsque tu es en début de mouvement sur un deadlift, ou en bas du mouvement sur un squat, eh ben, la flexion lombaire est inévitable, et que du coup, bah, foutu pour foutu. Alors effectivement, la flexion lombaire sur ces mouvements est inévitable. Faites une croix au calendrier, enfin quelque chose de juste. Mais une flexion lombaire, ça ne veut pas spécialement dire un bas du dos visuellement arrondi. Rappelez-vous du bref rappel sur la position neutre et non pathologique d'une colonne vertébrale. Les lombaires sont naturellement cambrées, elles sont en lordose. Si elles passent de cambrées à droite, on les considère comme étant fléchies. Ça ne veut pas dire que le dos est arrondi, bordel de merde. Et encore une fois, les veaux applaudissent. Waouh, c'est très l'anatomie, c'est très la connaissance biomécanique. Waouh, 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 waouh. Donc prenez un pas d'amalgame, les mecs. Flexion lombaire, ça veut pas spécialement dire arrondissement du dos. Et d'ailleurs, chose importante à savoir, c'est que lorsque les lombaires sont en position visuellement droite, en fait, la flexion est déjà très importante. Et lorsque c'est visuellement arrondi, eh ben en fait, t'es vraiment pas loin du max. On va voir par après que être pas loin du max avec des charges lourdes, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Une autre chose que j'aimerais bien remettre en place, et je m'excuse de m'acharner sur la vidéo de Chronique de la douleur, mais bon, balle perdue, tu connais. Au début d'une vidéo, il nous dit qu'on dépense de plus en plus d'argent dans la prévention des douleurs au dos, qui elles vont suggérer de porter avec un dos droit, mais que en retour, les gens, ils ont de plus en plus mal au dos. L'argent dépensé pour prévenir ou traiter les douleurs de la colonne a été multiplié par 2,5, en suivant en bonne partie ces principes. Sur la même période, l'invalidité liée à la lombalgie a augmenté de 25%. Donc on dépense vachement plus, et on a de moins bons résultats. Peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose. Alors là, objection, je vais sortir l'argument préféré du zététicien de mes couilles. Corrélation n'est pas causalité. En plus, l'étude où il a puisé ce rapport ne mentionne aucunement le financement occulte de la sécurité du travail comme facteur augmentant les risques de douleur au dos. Non, il y a absolument tout sauf ça. Tu peux pas tirer des conclusions avec les données d'une étude qui elle-même ne tire pas ces conclusions-là. C'est pas sérieux. Faut pas prendre les chercheurs pour des cons. S'ils l'avaient vu, ils l'auraient mentionné. Et en plus, il sait faire des recherches scientifiques. Non. Alors oui, je coupe pour rajouter un petit truc parce que je suis en cours de relecture. Peut-être que c'est une bonne chose pour éviter de dire trop de la merde. Voilà, je dis ça comme ça. Une bouteille jetée à la mer zététicienne. En fait, il précise bien dans ce papier que l'augmentation de la quantité d'invalidité liée aux douleurs au dos est liée au fait que c'est juste qu'il y a de plus en plus de gens sur Terre et que les gens sont de plus en plus vieux. En fait, la prévalence n'augmente pas, le pourcentage de personnes qui ont mal au dos n'augmente pas. C'est juste qu'il y a de plus en plus de boomers qui ont mal au dos. Putain, saloperie de boomers, toujours de leur faute. Et en réalité, avec des recherches un peu plus poussées, on apprend qu'en réalité, la prévalence a tendance à diminuer entre 1990 et 2017. Du coup, en fait, Chronique de la douleur, c'est encore plus planté que ce que je pensais. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Dernière chose que les pros d'Oron vont te dire, c'est que les études qui mettent en avant le fait qu'une flexion excessive peut provoquer des hernies discales ont été faites principalement sur des animaux morts. Et que donc du coup c'est de la merde. Ceux qui ont fait l'étude, c'est des abrutis, ils ont juste un doctorat, c'est vraiment des cons. À la base, j'étais plutôt d'accord parce qu'à première vue, on n'est pas des bouts de cadavres de cochons, de bœuf ou de mouton. Mais mon avis là-dessus a changé, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, puisqu'il y a une grosse revue de 2017 qui stipule bien qu'en fait les études sur des modèles animaux sont plutôt pertinentes, puisque c'est ce qu'on a du plus proche du modèle humain. Alors évidemment, il précise qu'il faut quand même faire un peu attention à comment on va interpréter les résultats d'une étude faite sur un modèle animal, mais ça apporte quand même de la preuve scientifique. Après voilà, j'imagine que Sniff and Fit, il est plus intelligent qu'un ingénieur en biomécanique qui bosse dans une des meilleures universités du monde. Pourquoi pas? Du coup voilà, je viens de relever des erreurs grossières, j'ai pas cherché la petite bête. Il y a des erreurs de lecture dans les papiers, pourtant lire un texte et en soulever les points essentiels, t'es censé savoir faire ça à 10 ans normalement. Il n'y a aucune vérification et relecture des sources entre collègues, ce qui fait qu'ils se relaient tous
pour pas dire se sucent tous. Mais personne chez les zététiciens n'a été capable de soulever les points que j'ai soulevés. Putain, déjà, ils savent pas soulever des barres, maintenant ils savent pas soulever des points. Mais je pense pas que la zététique en elle-même ne soit un problème. Hormis le fait que ça porte vraiment un nom à la con. Je pense que le problème, c'est surtout les zététiciens francophones qui sont en fait des arrivistes qui recherchent plus le buzz que la vérité. Et du coup, ben ça marche pas. Ou alors, ils sont juste débiles. Le doute est permis. Alors l'argument principal de Frédéric Delavier concernant le dos rond, c'est que les vertèbres sont séparées par des disques intervertébraux et que si tu courbes avec une charge élevée, tu vas engendrer une pression trop forte sur l'avant du disque et du coup si ça pète, ça va gicler vers l'arrière. Et contrairement à ce que les zététiciens voudraient faire croire, Frédéric Delavier n'a pas sorti ça de son chapeau. C'est tout simplement la biomécanique d'une unité fonctionnelle vertébrale, plus connue aussi sous le nom de segment mobile de Jung-Hans. Donc cette vision du segment mobile est juste, mais ça marche surtout pour les disques intervertébraux sains. Un disque intervertébral abîmé aura tendance à se comporter de manière moins prévisible et élégante que le modèle biomécanique standard. Et le problème, c'est qu'avec l'âge, les disques intervertébraux ont tendance à se dégrader chez absolument tout le monde, que tu sois sportif ou pas. En soi, ça ne remet pas vraiment en question le discours de Frédéric Delavier, puisque lui, tout ce qu'il veut, c'est limiter le risque de blessure. Les propos de ces personnes ne touchent pas que moi, mais vont entraîner et risquent et vont commencer à entraîner de graves blessures. Or, si ton disque est abîmé et sort donc du modèle biomécanique standard, la blessure elle est déjà là en fait. Voilà, maintenant qu'on est sur des bases plus propres... Propre dans la tête, tout d'abord, apprendre à être propre. On va pouvoir enfin parler sérieusement du sujet. Alors premièrement, ce qui est dommage, c'est que le débat s'est articulé, putain, un débat sur des articulations qui s'articulent, c'est incroyable. Le débat s'est articulé principalement autour de la hernie discale. Or, en fait, il y a plein de choses qui peuvent foirer avant ou avec ça. Même que tu vas chier et qu'il te reste de la merde dans ton cul, je te le lèche tellement que t'es bonne. T'as une multitude de muscles de toute taille qui peuvent foirer avant ça, sans parler des ligaments. Et en plus, la hernie discale en elle-même n'est pas systématiquement douloureuse. Donc en fait, il faudrait voir le truc de manière un peu plus globale. Alors la première piste sérieuse, c'est de regarder les études de biomécanique pure. Parce que t'as quand même des mecs qui ont inventé des machines à exploser des segments mobiles de Jung-Hans. Et ça, c'est vraiment cool. Et ce qu'on apprend d'intéressant dans toutes les études, et moi là, je vous ai pris une qui a été faite sur des bouts d'humains, morts, mais humains. Et ce qu'on voit, c'est que les contraintes sur absolument tous les tissus du rachis lombaire augmentent de façon exponentielle en fonction du degré de flexion. À part pour le ligament intertransversaire, voilà, tu vas pas me faire chier quand même. Exponentielle sauf pour l'intertransversaire. Or, comme je vous l'ai déjà dit, lorsque les lombaires sont visuellement en position droite, la flexion est déjà très importante. Alors pour étayer mes propos, je vous propose une petite modélisation 3D. Alors c'est pas un programme à la con, hein, c'est un programme qui a été mis au point avec de la preuve scientifique et mis au point par un radiologue et prof à l'université de Lettonie. T'en as, ils achètent des jeux vidéo, moi j'achète des modélisations 3D de bouts d'humains. L'argent des abonnés est bien investi. Alors ce qu'on voit ici, c'est que notre modèle 3D écoute du métal, mais ce qu'on peut voir aussi d'encore plus intéressant avec cette modélisation 3D, c'est que un rachis lombaire visuellement droit, ça correspond à un degré de flexion de 30 à 50 degrés environ. On voit qu'au-dessus de 50 degrés de flexion, ça commence à s'arrondir visuellement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 50 degrés de flexion, ça correspond à environ 75% de l'amplitude de flexion lombaire. Et 75% de l'amplitude de flexion, ça correspond étrangement au moment où les contraintes sur la majorité des tissus d'un segment mobile augmentent to the moon. Or justement, ce qui fait qu'on se blesse, c'est d'appliquer des contraintes trop élevées par rapport à ce que nos tissus peuvent supporter. Alors là, évidemment, on aura le simplet qui va nous dire « Ouais, mais le corps, il peut s'adapter. » Ouais, mais frère, ça fait 10 ans que tu fais de la muscu, tu fais 65 kilos. T'es peut-être pas le meilleur exemple d'adaptation. Alors, une autre notion biomécanique intéressante, c'est que tu prends une unité fonctionnelle vertébrale, tu mets un levier dessus de 10 cm, là-dessus tu mets 20 kg, et en fait, ton unité fonctionnelle, tu lui éclates sa gueule. Donc, pour vous dire que voilà, c'est résistant, mais il faut pas trop déconner quand même. Et en réalité, s'il n'y avait pas les muscles érecteurs du rachis qui tirent le tout et qui font contrepoids sur ces pressions, on serait bien dans la merde. Et du coup, en fait, le fait de vouloir garder le bas du dos le plus droit possible, ça permet de s'assurer que les muscles érecteurs du rachis tirent suffisamment pour limiter les contraintes appliquées sur les tissus mous. Alors que du coup, quand tu arrondis le bas du dos, tu n'as plus l'assurance que les muscles soient suffisamment activés. Et du coup, ici, on a une notion intéressante de principe de précaution. Et les zététiciens, ça fait 2 ans qu'ils nous font chier avec ça.
Les mecs, ils ont des actions de Pfizer dans le delta pour un rhume, donc voilà, ça serait cocasse qu'ici, ils n'appliquent pas un principe de précaution. La deuxième piste intéressante, ce serait de regarder les études où on soulève une charge assez conséquente et de regarder s'il y en a une qui dit que c'est mieux de soulever avec un dos arrondi ou un dos plus droit. Et ça, les zététiciennes n'ont pas fait. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune étude qui favorise le dos arrondi. Et je vais pas être le seul à te dire ça, c'est aussi les conclusions de Lewis Howe et des mecs de Stronger by Science. C'est pas des branquignoles. La conclusion qui revient toujours, c'est que sans charge ou avec une charge raisonnable, tu peux faire absolument n'importe quoi avec ton dos. De toute façon, c'est la règle générale pour toutes les articulations. Et si tu fais pas de deadlift, je te donne un exemple très concret que tu pourras comprendre si tu es un curl bro. Tu peux tendre ton bras comme ça avec 5 kg, ton biceps, il y a quand même peu de chances qu'il s'arrache. Maintenant, si tu veux le faire avec 30 kg, à tes risques et périls. En gros, quand tu mets lourd, et ou que tu fais des mouvements explosifs, pas de chance, en powerlifting on fait les deux, ah ben ce qu'il faut tout simplement c'est s'éloigner quand même un petit peu de l'amplitude maximale. Et s'éloigner de l'amplitude maximale en ce qui concerne le rachis lombaire, ah ben ça veut dire éviter qu'elle s'arrondisse. Et si finalement Michael Gundil n'avait pas raison depuis le début? Je me fous de la gueule des mecs qui font du soulevé de terre. Parce que de toute manière, le soulevé de terre, tu finiras toujours dos rond si tu forces. Et si, paradoxalement, Acermen Dax, qui n'a rien à voir avec le milieu de la musculation, n'avait pas vu plus juste que ses collègues qui sont dans le domaine? Ne faites pas des sports où il y a un risque de lésion, évidemment. Quand il y a un risque, dos rond, dos plat, ben le faites pas. Alors oui, la musculation et même l'haltérophilie sont des sports où on risque le moins de se blesser par rapport à d'autres sports. Mais voilà, faut rester réaliste. Quand tu cherches à mettre de plus en plus lourd, tu vas finir par te faire mal, tôt ou tard. Et donc du coup, quand on met lourd, parce que pour progresser, on n'a pas trop le choix, il vaut peut-être mieux d'éviter d'aller mettre des contraintes exponentielles sur ces putains de lombaires. Voilà pour cette vidéo. Alors si tu veux encore plus d'informations, je t'invite à aller voir le Biomécanique Podcast qui a été fait avec Jean-Philippe Deneville, qui est super intéressant. Et sur ce, je te dis à très bientôt. Ah oui, les codes. Le code Jonge pour Warrior Gear. On n'oublie pas évidemment Unae pour avoir le top du top des compléments alimentaires. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle atomisation. Et là tu tires jusqu'à en crever. Contract.